Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur le business NBA et plus particulièrement sur les extensions de contrats. Une fois n'est pas coutume, c'est une véritable usine à gaz, c'est très compliqué. On va essayer de décortiquer, de vous expliquer et de détailler tout ça. Les extensions, eh bien, c'est important de comprendre comment ça fonctionne parce que, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, l'intersaison 2018, donc dans un an. C'est une intersaison qui va être particulière parce qu'il y a très peu d'équipes acheteuses avec beaucoup d'argent en banque disponible pour recruter des bons joueurs. Donc il va y avoir énormément de joueurs, sachant très bien que sur le marché des agents libres, ils vont pas obtenir grand-chose parce qu'il y a assez peu en fait d'équipes qui peuvent vraiment proposer des contrats intéressants. Et bien sachant ça, il y a beaucoup de joueurs qui vont re-signer avec leurs clubs respectifs, qui vont activer leurs options, voire activer leurs options, re-signer. Bref, il faut comprendre comment tout ça fonctionne pour bien appréhender la saison à venir et la future intersaison. Basketologie en mode anticipation, c'est parti. Alors, une extension, c'est quoi? Commençons par le commencement. Eh bien, c'est la re-signature d'un joueur déjà sous contrat avec un club avant, et non pas avec, j'ai fait une petite faute, donc avant le terme de ce contrat. Tout simplement, c'est un ajout d'année sur un contrat déjà existant. Mais attention, en NBA, ça n'est possible que sur les contrats qui ont une durée d'au moins 3 ans. Donc, si vous êtes un joueur, vous avez signé un contrat de 2 ans, vous ne pouvez pas signer d'extension pendant ce contrat de 2 ans. Obligatoirement avoir au moins 3 ans de durée sur un contrat en cours pour entamer une extension, la négociation d'une extension, parce qu'il faut avoir acquis ces droits Bird, ces full Bird. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les contrats pour comprendre ces mécanismes. Alors attention, sortez vos cahiers, soyez concentrés. Il y a 2 cas de figure. Il y a 2 cas de figure très simples. D'un côté, les extensions qui concernent les contrats en rookie scale, donc les premiers contrats des joueurs draftés au premier tour. Et d'un autre côté, il y a tous les autres cas de figure qui concernent les contrats de plus de 3 ans qu'on appelle les veteran extension. Donc, il y a 2 ramifications différentes. Je vous propose d'explorer la première, les contrats rookie scale. Donc c'est quoi un contrat rookie scale? Eh bien, il s'agit des contrats des joueurs draftés au premier tour de la draft, qui suivent les barèmes de la NBA. Ce sont des contrats encadrés avec 2 premières années garanties, une 3e année en option et une 4e année en option. Eh bien, pendant le cours de ce contrat rookie, scale, il y a la possibilité de négocier une extension. Cette négociation, elle va avoir lieu obligatoirement, une fois de plus c'est encadré, entre la fin du moratoire de juillet et le premier jour de la saison régulière, à cheval entre la 3e et la 4e année de ce contrat en cours. Donc la renégociation, si vous voulez l'expliquer autrement, d'un contrat rookie scale, la négociation d'une extension, elle se fait 1 an, obligatoirement 1 an avant l'été où le jeune joueur en question devient free agent. C'est exactement, si vous voulez des exemples concrets, ce qui s'est passé cet été en 2017 avec Joel Embiid, avec Andrew Wiggins, avec Gary Harris. Ces joueurs-là, ils avaient encore 1 année sur leur contrat rookie, donc ils étaient à cheval entre la 3e et la 4e année en NBA, et ils ont négocié pendant cet été une extension qui ne va pas commencer là, au début de cette saison 2017-2018, mais qui va commencer à la saison 2018-2019. Donc on a un coup d'avance. Voilà comment ça fonctionne sur les contrats rookies. C'est forcément 1 an avant, c'est forcément pendant l'été jusqu'au premier jour du début de la saison régulière. Et une fois que cette échéance-là est passée, il n'y a pas possibilité de négocier une extension pendant la saison NBA en cours.
autre exemple complètement dans l'actualité, les Celtics avec Marcus Smart, les Bucks avec Jabari Parker, avaient commencé des négociations pour signer une extension à ces deux joueurs. Ils ne sont pas parvenus à un accord avant la date limite, premier jour du début de la saison, régulière. Eh bien, ces joueurs seront agents libres restreints à l'été 2018. Pas de négoce pendant l'été. Et bien maintenant, on part sur une saison complète sans pouvoir renégocier. Voilà le topo. Quelles sont les modalités de ces extensions sur les contrats rookie scale? Eh bien, c'est 4 ans maximum et jusqu'à 25% du salary cap. Donc 25% du montant total du salary cap, parce que ces joueurs, eh bien, ils ont moins de 6 ans d'ancienneté en NBA et ils sont donc plafonnés à un salaire max de 25% du cap, et sur les années contractuelles, il peut y avoir jusqu'à 8% de hausse annuelle. Voilà les modalités. Prenons encore un exemple complètement concret dans l'actualité, donc Gary Harris. Donc ça, c'était son contrat actuel, drafté en 2014. Donc il a eu le contrat rookie classique. On est 1 an à cet été 2017, avant l'échéance de ce contrat rookie, avant l'été 2018 où il est free agent. Il entame une négociation, une extension avec son équipe des Nuggets à l'été 2017. Et les Nuggets, eh bien, utilisent la durée maximum, 4 ans, avec un salaire qui aurait pu aller jusqu'à 25% du cap, on n'y est pas, on est à peu près à 16%, et du coup, Harris a une extension qui commence, non pas là en 2017-2018, parce que c'est encore sous les modalités de son contrat actuel, mais en 2018-2019, de 4 ans, sur les bases négociées de 84 millions sur 4 années. Voilà pour ce qui est du processus standard. Il y a maintenant une dérogation possible. C'est ce qu'on appelle le designated rookie. Il peut y en avoir que 2 maximum par équipe NBA. Donc vous ne pouvez pas le faire à tous vos rookies. Vous êtes encadré, c'est 2 max. Que permet ce dispositif du designated rookie? Eh bien, il permet d'avoir une rémunération de 25% du cap, mais non pas pour 4 ans max, mais pour 5 ans max. Donc vous pouvez rajouter une année en plus sur cette extension, avec toujours une hausse de 8% par an. Et la particularité de ce dispositif du designated rookie, c'est que on peut aller jusqu'à un salaire max de 30% du salary cap si le rookie en question est éligible à certains critères, ces critères étant: il a été désigné MVP, il a été désigné dans une équipe All-NBA, ou il a été défenseur de l'année. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Joel Embiid. Exactement le même cas de figure que Harris. Joel Embiid, drafté en 2014, il est là à l'intersaison entre sa 3e et sa 4e année. Il négocie une extension avec les Sixers. Les Sixers le désignent comme rookie, ils utilisent le designated rookie, et donc ils peuvent lui proposer jusqu'à 5 ans de contrat, 25% du salary cap, c'est le cas de figure ici. Et si jamais sur la saison à venir, 2017-2018, Embiid est MVP, All-NBA ou défenseur de l'année, eh bien son salaire va passer de 25 à 30% du salary cap. Donc ça ne sera pas 25 millions, ça sera 30 millions, et 8% d'augmentation chaque année sur cette base en année 1. Voilà un petit peu les dispositions de ce principe du designated rookie. Alors comme je vous le disais, il peut y en avoir que 2 par équipe. Ça veut dire que du côté des Sixers, on vient de l'utiliser une fois sur Embiid. On l'utilisera peut-être une 2e fois sur Ben Simmons. Ça veut dire qu'on ne pourra pas l'utiliser une 3e fois sur Markelle Fultz. Markelle Fultz, il ne pourra pas prétendre à 5 années d'extension, il ne pourra pas prétendre à 30% du cap, même s'il est All-NBA, parce que les Sixers auront plafonné ce quota. Ça, c'est aussi important à avoir en tête, parce que ça va peut-être poser des casse-têtes si on se retrouve avec beaucoup de très très bons rookies dans la même équipe. On vient de voir le cas des contrats rookies, des extensions sur les contrats rookies. Voyons maintenant l'autre cas de figure, les extensions sur les contrats vétérans, qui, je vous le rappelle, concernent tous les autres contrats qui durent au moins 3 ans.
Alors, quand est-ce qu'on peut signer cette extension sur les contrats vétérans? On l'a vu, sur les contrats rookies, c'est très encadré. C'est fin du moratoire de juillet, début de la saison. C'est dans cette période-là, 1 an avant que le joueur soit free agent, pas autre part. Très encadré. Chez les vétérans, c'est un petit peu plus large. Cette extension, elle va être possible, ça va être négociable à partir, sur les contrats d'une durée de 3 ou 4 ans, on peut commencer à négocier une extension 2 ans après la date anniversaire de la signature de ce contrat. Et ça, c'est un tout nouveau dispositif du CBA 2017. Avant, ça n'était pas le cas. On ne pouvait commencer la négociation d'une extension que dans la dernière année du contrat en cours. Là, on peut commencer à négocier 2 ans après, à partir de 2 ans, si vous voulez, après la signature du contrat. Ce qui fait que des joueurs qui ont signé un contrat de 4 ans, en 2015, peuvent commencer à négocier une extension là, en 2017. Et ça, c'est tout nouveau. Et je ne le savais pas, je l'ai découvert là, avec le cas de figure de LaMarcus Aldridge, on va revenir dessus. Et du coup, énorme mea culpa de ma part, car quand on jouait au MyGM sur NBA 2K, quand on jouait au MyLeague, je vous disais c'est un bug, ces joueurs ne sont pas éligibles pour une extension, qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien en fait, ça n'en était pas un. C'était une toute nouvelle disposition. Comme quoi, eh bien on en apprend tous les jours et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est formidable, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Petite parenthèse pour NBA 2K, donc ce que je pensais être un bug n'en est pas un, mais du coup, par effet domino, par ricochet, cette disposition déclenche plein d'autres bugs, plein d'autres erreurs, si vous voulez, factuelles dans le jeu, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc, vous avez un contrat de 3 ou 4 ans, 2 ans après la signature de ce contrat, vous pouvez commencer à négocier une extension. Vous avez signé un contrat de 5 ou 6 ans, et bien 3 ans après la date anniversaire de cette signature, vous pouvez commencer à négocier une extension avec votre club. Alors, quand est-ce qu'on négocie? Eh bien, on négocie quand on veut, absolument quand on veut, jusqu'au 30 juin, avant l'été où le joueur en question va devenir free agent, qu'il ait une option joueur, une option équipe ou pas d'option sur son contrat. Donc on peut très bien négocier une extension jusqu'à la dernière minute. Par exemple, si je suis joueur, je suis agent libre à l'été 2018, eh bien je peux très bien, le 15 juin 2018, 15 jours avant le début de la free agency, eh bien négocier une extension avec mon club. Donc pour les vétérans, on négocie quand on veut en fait. On peut négocier en cours de saison, on peut négocier pendant les playoffs, on négocie quand on veut. Alors bien évidemment, c'est pas en pleine finale NBA que les équipes vont commencer à s'embarrasser avec des négociations d'extension. Elles ont d'autres chats à fouetter. Mais fondamentalement, elles pourraient le faire. Attention, les extensions sur les contrats vétérans sont encadrées. On ne peut pas payer le salaire qu'on veut sur l'extension d'un vétéran, en tout cas pour le critère de base, pour le cas de figure standard. C'est plafonné. En effet, l'extension d'un contrat vétéran ne peut pas dépasser 120% du salaire de la dernière année du contrat en cours. Donc, par exemple, je suis joueur NBA, j'ai une dernière année de contrat à 10 millions la saison, mon club ne peut pas me proposer une extension sur la saison prochaine à plus de 12 millions la saison, 120% de 10 millions. C'est encadré, c'est plafonné, et la durée est aussi encadrée, c'est 4 ans maximum en durée d'extension, avec une augmentation annuelle de 8%. Encadré, plafonné, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas sortir de ces clous-là, de ces critères-là. Donc ce qui fait que si vous étiez un vétéran avec un salaire somme toute correct, somme toute moyen, que vous avez une année où vous explosez, eh bien vous n'avez pas intérêt à signer une extension avec votre club parce qu'elle sera plafonnée à 120%. Donc si vous étiez à 5 millions la saison, votre club ne pourra pas vous proposer plus de 6. Donc il faudra attendre la free agency pour faire monter votre valeur. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'il faut bien comprendre qu'une extension, comme son nom l'indique, c'est en fait quelque part la reprise des conditions du contrat existant qu'on étend à des années supplémentaires. Si vous voulez, entre guillemets, une explosion de votre salaire, quelque part, c'est
comme si vous signiez un nouveau contrat. C'est pas une extension de la clause en cours, parce que je suis devenu bien meilleur qu'à l'époque où j'ai signé mon premier contrat. Donc, on repasse par une renégociation de contrat via la free agency, via le schéma classique, et pas par une extension. Voilà un petit peu quel est ce garde-fou. Si jamais sur la dernière année d'un contrat en cours, il y a une option joueur ou une option équipe, eh bien, cette extension, si jamais elle est activée, eh bien, l'extension va commencer après cette année en option. Mais si jamais elle n'est pas activée, c'est-à-dire que le joueur refuse son année en option joueur pour signer une extension qui commencera tout de suite, eh bien, l'année 1 de cette extension ne peut pas être inférieure au montant de l'année en option. Je vous donne tout de suite un exemple pour que vous compreniez. Exemple complètement dans l'actualité avec LaMarcus Aldridge. LaMarcus Aldridge, à l'été 2015, il avait signé un contrat en agent libre avec les San Antonio Spurs. Un contrat de 4 ans et 84 millions de dollars. Il avait dans son contrat une dernière année en option joueur. 2018-2019, c'était en option joueur. Donc c'était en 3+1. Vous me suivez. On arrive aux 2 ans de date anniversaire de la signature de ce contrat. Donc LaMarcus Aldridge, selon le nouveau CBA 2017, la convention collective de la NBA, il peut entamer des négociations d'extension avec les San Antonio Spurs. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été négocié ? Il a été négocié que LaMarcus Aldridge activerait son option joueur pour la saison 2018-2019, une option joueur à 22 millions, donc c'était une augmentation d'année en année sur le contrat en année initiale. Et après cette année en option joueur activée, eh bien, venait prendre activité, venait commencer une extension de 2 années pour 25 millions la saison. Donc une extension de 50 millions sur 2 années. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention aux abus de langage et aux erreurs d'appréciation sur ce qui est vraiment ajouté et ce qui est vraiment repris de l'ancien contrat. Parce que partout dans la presse, vous avez lu, LaMarcus Aldridge a signé une extension de 3 ans et 72 millions de dollars. Ce qui, pour beaucoup, moi y compris, quand j'ai lu très très rapidement la nouvelle, ce qui pour beaucoup a interprété comme, en fait, LaMarcus Aldridge est un Spurs jusqu'en 2022. Eh bien non, c'est pas le cas. Et il faut pour moi être très 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 précis. C'est pas le cas. Ce qui est en fait la réalité, c'est que LaMarcus Aldridge a activé son option joueur pour 2018-2019 et dans la foulée a signé une extension de 2 ans pour 50 millions. Ça, c'est la vérité. Formulé autrement, ça peut effectivement être dit comme LaMarcus Aldridge reste un Spurs pour encore 3 ans et 72 millions de dollars jusqu'en 2021. Ça, c'est correct. Mais attention avec les formulations du type « c'est une extension de 3 ans ». Non, non. La première année à 22,34 millions, elle n'est pas dans les dispositions du nouveau contrat. C'est les dispositions de l'ancien contrat à l'issue duquel c'est venu se greffer l'extension. Il faut être précis, c'est pas pareil. Okay, si demain, mon employeur vient me voir en disant « j'ai pour toi une prime de 100 000 euros », je vais faire « wouhou, j'ai 100 000 euros en plus à la fin de l'année ». Et puis, arrivé à la fin de l'année, je me rends compte que, en fait, j'ai une prime de 50 000 euros et que dans les 100 000 euros, il a tenu compte des 50 000 euros que j'allais gagner dans l'année en cours. C'est pas tout à fait pareil, ok ? Donc il faut être précis. Même si à la fin de l'année, j'ai 100 000 euros dans ma poche, c'est pas tout à fait pareil. Donc il faut pour moi être précis sur ces éléments. Ça peut paraître anecdotique, mais il faut pour moi être précis. Donc là, c'est 2 années d'extension. Petit cas particulier. Si jamais, admettons, LaMarcus Aldridge avait décidé de ne pas activer son option joueur, l'option sur la saison 2018-2019, mais avait quand même voulu
entamer une renégociation salariale avec les Spurs. Eh bien, les Spurs, ils n'auraient pas pu lui proposer sur cette année 2018-2019 moins de 22,34 millions. C'est ce que je vous disais. Impossible pour les Spurs de faire 2018-2019 à 20, 2019-2020 à 21, 22, 23. Vous voyez, on aurait été obligé d'être au minimum à ce montant-là. L'intérêt pour le joueur de refuser une dernière année en option joueur et de renégocier dans la foulée, c'est d'obtenir plus. Aldridge aurait très bien pu dire « Ok, j'active pas 2018-2019, vous me donnez 25 millions sur cette année-là et ensuite 25-25. » Ça aurait pu être un cas de figure, c'est parce qu'il a été négocié avec les Spurs, mais ça c'est très très important à avoir en tête. Donc, une année en option non activée, on ne peut pas proposer moins dans l'extension que le montant de cette année 1. Et pareil, on n'aurait pas pu proposer à Aldridge plus de 120% de ces 22 millions. Donc Aldridge n'aurait pas pu demander aux Spurs 30 millions la saison. Ça faisait plus de 120%, ça passait pas. Les Spurs lui auraient pas donné, il lui aurait dit déjà, attends, Coco t'es gentil, mais techniquement ça ne passait pas. Ça aussi il faut l'avoir en tête. C'est très 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 important, donc faites attention aux abus de langage, ça j'y tiens, parce qu'il y a des articles qui sont mal tournés. Je dis pas que les informations qu'ils donnent sont fausses, même si parfois ça peut s'y prêter, mais attention à la manière dont c'est tourné pour que vous soyez vraiment dans le factuel et pas dans l'interprétation. Alors, comme dans les contrats rookies, il y a une exception, un cas particulier dans les contrats vétérans. C'est le cas des Designated Vétérans, les Designated Veteran Extension. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on en a beaucoup parlé cet été parce que ça a été énormément activé et ça a concerné beaucoup de superstars de la ligue. Ça a concerné Harden, ça a concerné Westbrook, ça a concerné John Wall. Ça n'a pas tout à fait concerné Curry parce que Curry c'était pas une extension, c'était un nouveau contrat. Mais on en a beaucoup parlé cet été et c'est quelque chose qui va effectivement peser pas mal dans l'avenir de la NBA parce que il y a des pépettes en jeu, il y a des gros sous en jeu, donc ça tombera jamais dans l'oreille d'un sourd. C'est quoi le Designated Veteran Extension? C'est une disposition qui permet à des joueurs qui négocient une extension d'avoir une extension plus longue. C'est plus 4 ans le max. Ça peut être 5 voire 6 ans, en incluant les années déjà en cours, je vais l'expliquer. Et c'est une extension qui peut être plus lucrative, qui peut vous permettre de passer un palier supplémentaire. Donc quand vous étiez à 25% du cap au max, vous passez à 30. Quand vous étiez à 30, vous pouvez passer à 35. Quand vous étiez à 35, vous ne pouvez pas passer à 40. 35, c'est le max du max. Cas de figure très très concret, très très particulier. Cet été, Russell Westbrook. Russell Westbrook, cet été, était dans ce dispositif-là, dans son contrat actuel. Il avait signé à l'été 2016 une extension de 3 ans avec OKC, avec une 3e année en option joueur. Westbrook et Harden, très petite parenthèse, ont bénéficié d'une dérogation négociée par le syndicat des joueurs pour leur permettre de négocier dès cet été une extension. Parce que vous voyez très très bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un contrat de 3 ans, c'est le cas de Westbrook, je peux commencer à négocier une extension à partir de la 2e année de date anniversaire de ce contrat. Or, la 2e année de date anniversaire, ça aurait été été 2018. Mais les joueurs, ils sont pas bêtes. Ils défendent leurs intérêts, ils défendent les intérêts des superstars. Et donc, ils ont permis à Westbrook de commencer à négocier plus tôt. Exactement comme pour James Harden. Donc, ils ont pu commencer à négocier dès cet été. Mais c'est un cas particulier, ça ne concernera plus jamais aucun autre joueur selon le dispositif actuel. Petit cas particulier. Mais en gros, Westbrook, qu'est-ce qui se passe? Westbrook, vous voyez qu'il a encore une année garantie, 2017-2018, sur son contrat à 28 millions. Il a refusé son option joueur 2018-2019 sur son contrat actuel pour la court-circuiter, si vous voulez, avec une extension de 5 années, donc une extension selon les dispositifs du Designated Player, parce qu'on n'a pas 4 ans mais bien 5 années, et on est au salaire max. On est à 35% du cap parce que Russell Westbrook, il a été MVP. Donc il peut bénéficier de ce dispositif parce qu'il a atteint un critère d'éligibilité. Et donc on a
un contrat de Westbrook, une extension de 5 ans pour 205 millions de dollars. Ça, c'était vraiment 5 années en plus sur le dispositif actuel pour 205 millions de dollars, plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Et on a en fait une projection de Westbrook du côté d'OKC sur les 6 prochaines années. C'est ça que permet la designated player, c'est d'avoir contractuellement un joueur engagé avec le club pour les 6 prochaines années. Vous ne pouvez pas négocier une extension de 6 ans en plus des années en cours, mais vous pouvez avoir jusqu'à 6 ans de contrat avec votre club d'origine. Alors très important, pour être un designated player, il faut être avec son club d'origine ou avoir été transféré avant la 4e année de présence en NBA, ce qui a été le cas d'Harden. Il a été transféré au bout de 3 ans et il a maintenu cette possibilité d'être un designated player. Un joueur qu'il a perdu, par exemple, c'est DeMarcus Cousins. Pour ça, que vous avez sans doute entendu, que quand Cousins a été échangé aux Pelicans, on a dit il a potentiellement perdu 50 millions de dollars dans cette affaire. Parce que il est échangé après avoir passé le cap des 4 années en NBA, et donc il ne peut plus être designated player. Et même s'il est MVP, Cousins, il ne pourra pas prétendre au max du max, parce qu'il n'a pas ce critère d'éligibilité. Je vais y arriver. Et bien pour Harden, c'est exactement comme pour Westbrook. Il avait signé une extension en 2016, il bénéficie d'une dérogation pour renégocier à nouveau une extension à cet été 2017, il a encore 2 années garanties sur le contrat actuel, une 4e année en option joueur. Il a renoncé à cette 4e année en option joueur. Dans la foulée, il est allé signer une extension de 4 ans pour 169 millions de dollars. Au final, eh bien, il a une projection du côté des Rockets sur les 6 prochaines années, de 2017-2018 à 2022-2023. Ces projections de 6 années max. Harden n'aurait pas pu signer une extension de 5 ans parce que ça l'aurait amené sur une projection, vous avez compris, de 7 ans. Or, projection max, c'est 6 ans. Pour ça que, même s'il est designated player, parce que Harden a été All-NBA, eh bien, il est en fait en 2+4. Et une nouvelle fois, je vous dis attention à la tournure des articles, attention dans la façon dont les articles sont présentés, parce qu'on nous a beaucoup présenté dans la presse le fait que Harden avait signé une extension de 228 millions de dollars. Non, Harden, il a signé une extension de 169 millions de dollars sur 4 ans. Dans les 6 prochaines années, il touchera 228 millions de dollars, mais son extension, elle est de 169 millions. Alors, il y a eu pire, il y a eu carrément des articles qui ont tourné, qui ont formulé ça de la façon suivante. Il a signé une extension de 228 millions de dollars sur 4 ans. Ce qui n'est absolument pas possible, ça fait complètement exploser les plafonds du salary cap. Mais une fois de plus, attention à la tournure des choses. Maintenant que les extensions peuvent être négociées 2 années avant le terme d'un contrat, attention à ce qui est en fait simplement le contrat en cours qui a encore lieu d'être en activité, et attention de ce qui est vraiment ajouté, ce qui est vraiment des années en extension. Autre cas de figure qui a eu lieu cet été, eh bien c'est le cas de John Wall. John Wall qui à l'été 2013 avait signé une extension rookie. Donc il avait bénéficié du dispositif qui permettait d'avoir 25% du salary cap sur 5 années. C'est exactement ce qui s'est passé. Il avait fait le choix de ne pas mettre, ou son club avait fait le choix, ils étaient arrivés à un accord où il n'y avait pas d'option joueur à l'issue de ce contrat. Donc sur la dernière année du contrat, il n'y avait pas d'option joueur sur 2018-2019. Donc on est 2 ans avant le terme à l'été 2017. Eh bien John Wall, il a été All-NBA. Il a pu négocier une designated veteran extension. Et c'est comme ça, eh bien, qu'il a pu rajouter 4 années aux 2 années encore en cours, et on arrive à un total de 6 années qui est le max. Et on a donc un John Wall qui, à partir de 2019-2020, sera pratiquement à 38 millions la saison. Donc vous voyez qu'il a une extension qui lui permet de gagner plus que 120% du max parce qu'il a été designated player.
Et il peut se projeter jusqu'à 6 années parce qu'il a été designated player. S'il n'avait pas été All-NBA, John Wall, eh bien, il aurait pu négocier une extension là à cet été 2017, mais il aurait pu rajouter que 2 années, parce que c'est 4 années max, et il aurait été contraint à 120% de 19 millions. Donc à peu près 4 ou 5 millions d'augmentation, donc à 23 au max. Vous voyez qu'en étant designated player, il a pu complètement faire exploser son compte en banque. Merci. Merci le fait d'avoir été choisi dans une équipe All-NBA. Alors vous allez me dire, les extensions, mais quel intérêt? Quel intérêt pour les clubs? Quel intérêt pour les joueurs? Eh bien, pour le joueur, c'est la sécurité. C'est la garantie de ne plus être tracassé par les histoires de contrat. Quelle va être ma valeur? Quelle équipe va pouvoir me signer? Si je suis blessé, est-ce que ma cote va pas complètement dégringoler? Du coup, on joue un peu avec la peur au ventre de se blesser, etc. Le fait de signer une extension, c'est la sécurité. Ok, je suis sûr de gagner ça, quoi qu'il arrive, même si je me blesse, ça ne sera pas de ma faute, mais je vais tout donner parce que le club m'a fait confiance et les soucis financiers sont sortis de ma tête. Vous me direz, quand on est millionnaire, c'est des soucis de riches. C'est ce qu'on appelle des soucis de riches. C'est pas tout à fait les mêmes problèmes que le souci des familles qui sont au SMIC ou au RSA, mais on va dire chacun ses grilles de problèmes, et c'est des problèmes de riches. Petite parenthèse. Et puis pour les équipes, quel intérêt? Eh bien, pour les équipes, l'intérêt, c'est de conserver un bon élément. Pour les Spurs, l'intérêt de faire une extension à la Marcus Aldridge, c'est d'avoir la garantie qu'il est un Spurs jusqu'en 2021 et qu'on ne va pas risquer de le perdre à l'intersaison 2018 contre rien. Donc, c'est aussi finalement quelque part se mettre un parachute, s'assurer une sécurité pour être sûr de conserver les bons éléments et être sûr d'avoir un noyau dur de joueurs sur lequel on peut capitaliser et on peut comme ça se projeter. On n'est pas obligé de raisonner exclusivement à court terme. Alors, il y a juste une toute petite chose, et je vais finir là-dessus, que ce problème des designated players soulève. C'est qu'en fait, la rémunération des joueurs est mise entre les mains des journalistes. Parce que qui décide qui est MVP? Qui décide qui est All-NBA? Eh bien, ce sont les journalistes. Et c'est un tout petit panel de journalistes. Et entre avoir été All-NBA, signer un contrat max, et ne pas l'avoir été et ne pas pouvoir signer ce contrat max, on peut arriver à des variantes de pratiquement 50 millions de dollars. Donc, certains sont un peu choqués du fait que le destin quelque part des joueurs est mis entre les mains des journalistes. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu malsain parce qu'on est complètement eh bien, dans le microcosme qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que les joueurs alimentent les journalistes en étant dispo pour des interviews, en leur livrant des anecdotes, etc. Et à contrario, les journalistes alimentent les joueurs en les élisant à des récompenses individuelles qui leur permettent de décrocher plus. Donc il y a une espèce de consanguinité qui, c'est vrai, peut être un petit peu malsain, mais c'est le dispositif actuel qui semble convenir à tout le monde, les joueurs. Ça leur convient parce que c'est ce qu'ils ont négocié. Donc voilà pour ce petit chapitre sur le business de la NBA consacré aux extensions. Vous voyez que c'est très compliqué, c'est une usine à gaz, mais c'est très important de l'avoir en tête. Parce qu'on ne peut pas signer n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel montant. Des critères d'éligibilité pèsent énormément, donc les récompenses individuelles pèsent énormément. C'est pas anecdotique. Et plus que jamais, eh bien, un bon basketologue, c'est un basketologue éclairé. Et maintenant, vous l'êtes. À très bientôt, merci de votre fidélité, bon match à tous.